Donc, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce deuxième webinaire Innovatome. Ce webinaire s'intitule « Les jumeaux numériques, l'innovation qui accélère les grands projets ». Je suis Myriam Boilam et je serai votre modératrice aujourd'hui. Pour tout ce qui est points techniques comme problème de son ou de connexion, je vous invite à poser vos questions dans la rubrique chat où Thomas, notre assistant technique, pourra vous répondre. Pour les questions aux intervenants, je vous invite plutôt à les poser dans la rubrique questions-réponses et je les relayerai en tant que modératrice. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter Émilie Bernard, responsable maquette numérique et BIM au sein de l'ANDRA, l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, et Jérôme Champavert, responsable du département maintenance et services de la société Velan. Ce webinaire est organisé par la SFEN Jeune Génération, qui rassemble les étudiants et jeunes professionnels de la SFEN, Société française d'énergie nucléaire. La SFEN Jeune Génération a plusieurs activités au niveau international, national et en région. Et pour en savoir plus, je vous invite à nous retrouver sur les réseaux sociaux. Pour ma part, je suis impliquée dans la SFEN Jeune Génération, notamment dans l'organisation des webinaires Innovatome, et je suis chez EDF depuis fin 2015. Et je m'occupe aujourd'hui des arrêts de tranche de la centrale nucléaire de Chinon en tant que responsable sous-projet. Ce webinaire s'inscrit dans un cycle de 3 webinaires qui portent sur les orientations stratégiques de la transformation de la filière en termes d'innovation. Et aujourd'hui, l'innovation qui nous intéresse, c'est les jumeaux numériques, cet outil beaucoup plus vaste qu'une simple maquette numérique que nous allons voir au travers de 2 projets. Tout d'abord, le jumeau numérique d'une installation complète, CIGEO. Émilie Bernard nous expliquera ce qu'apporte le jumeau numérique sur le projet de stockage profond des déchets radioactifs en phase de conception. Puis nous allons faire un zoom et voir l'utilisation du jumeau numérique à une toute autre échelle et dans un contexte un peu plus opérationnel. Jérôme Champavert nous présentera les enjeux de cet outil en maintenance industrielle sur les centrales nucléaires. Maintenant, commençons par la présentation d'Émilie Bernard de l'ANDRA. Bonjour à tous, ravie d'être avec vous. Je suis Émilie Bernard, responsable maquette numérique et BIM à l'ANDRA et je vais vous présenter sur cet Innovatome la stratégie BIM de l'ANDRA. La stratégie BIM aujourd'hui se déploie sur le projet CIGEO, qui est le projet de stockage géologique profond pour les déchets moyennement radioactifs à vie longue et hautement radioactifs. Il est prévu de créer à 500 mètres sous terre des alvéoles de stockage pour les déchets. 2 zones de support en surface sont nécessaires pour construire cette installation souterraine, une zone descendrie, une zone puits. Une fois l'installation remplie, elle sera scellée et les accès à la surface seront rebouchés. Ce sont les caractéristiques géologiques de ce site qui permettront ensuite de garantir le confinement des déchets sur de très longues périodes de temps sans nécessité d'action humaine. Pour en savoir plus sur le projet, je vous invite à cliquer sur le lien qui renvoie sur le site de l'ANDRA avec toutes les informations sur le projet. Donc, nous sommes en train aujourd'hui de construire une maquette numérique du projet CIGEO pour développer ce projet en méthodologie BIM. Aujourd'hui, nous en sommes à la constitution d'une base solide de la structuration de l'organisation de cette maquette numérique sur laquelle va s'appuyer la méthodologie BIM. C'est un choix stratégique qui a été décidé il y a plusieurs années et donc maintenant sur la phase de l'APD, nous avons constitué cette première base de maquette numérique qui va nous permettre ensuite pour les prochaines phases de développer les usages BIM complémentaires sur le projet. Alors, aujourd'hui, voilà à quoi ressemble la maquette numérique de CIGEO. Donc, vous voyez que la complétude visée portant sur l'étendue du projet, on voit les 2 zones de surface ainsi que l'ensemble de l'installation souterraine. Et voilà, merci. Et la complétude porte également sur l'ensemble des métiers, que ce soit du génie civil, des réseaux. J'ai la présentation qui a disparu. Je relance. Voilà, j'ai relancé. Tout le monde la voit, j'espère.
Donc je dis la modélisation porte aussi également sur une complétude sur l'ensemble des métiers, qu'on soit sur du génie civil, les réseaux, le second œuvre, la modélisation du terrassement, des VRD et des équipements de process mécaniques, avec un niveau de définition qui correspond au niveau de conception étudié pour cette phase de l'APD. Au niveau de la donnée, là par contre, elle n'a pas encore été structurée et intégrée à cette modélisation. Mais malgré ça, cette maquette numérique permet déjà d'être utilisée pour quelques objectifs importants. Aujourd'hui, elle est utilisée pour visualiser le projet en support de réunion, par exemple. Ça permet une meilleure compréhension du projet et une meilleure communication entre les parties prenantes. Du fait de la visualisation en 3D qui permet de comprendre les choses beaucoup plus simplement, et par le fait que la maquette numérique aujourd'hui permet la visualisation de l'intégration système du projet, donc de l'ensemble des produits conçus séparément qui sont remontés au niveau système et visualisables dans cette maquette numérique. On a une personne qui doit avoir un micro. On ne peut lui dire qu'on... qui fait un peu de bruit. On peut le désactiver. Vous avez en bas à droite aussi un autre objectif BIM qui est exploité aujourd'hui, qui est la vérification finale de la synthèse et la résolution de ces interfaces géométriques qui peut être réalisée grâce à la modélisation 3D intégrée système dans cette maquette globale. Alors, ce que vous avez là, ce sont plutôt des visuels techniques et un support à la conception et du projet de manière technique, mais on peut également l'exploiter pour des communications. Alors, j'ai encore la présentation qui a disparu. Je vais la remettre. Ah, merci. Donc ici, vous voyez que sur cette base de modélisation, si on y ajoute des textures et des rendus, ça nous permet de produire des visuels plus réalistes. Donc, on utilise énormément ça pour illustrer nos propos dans tous les documents administratifs. Sur le projet CIGEO, on a déposé le dossier d'utilité publique. On est en train de travailler sur le dossier d'autorisation de création. Mais ce type de rendu permet aussi de faire des productions de vidéos classiques ou des vidéos immersives dans des casques de réalité virtuelle qui permettent de se projeter dans le projet et d'en comprendre le fonctionnement et les impacts de manière beaucoup plus didactique. On avait par exemple utilisé ce dispositif de vidéo en casque immersif pour voir tout le trajet jusqu'au stockage de colis lors des journées portes ouvertes sur le centre du CMHM il y a 2 ans. On avait fait ça et c'est très didactique pour le grand public de pouvoir comprendre et de visualiser ça. Alors, au-delà des objectifs aujourd'hui, moi, voilà, j'aime bien cette image parce que elle représente très bien la différence entre 2 termes que j'ai utilisés jusqu'à présent, qui est la maquette numérique et la méthodologie BIM. La maquette numérique, c'est la visualisation 3D. Là, c'est la partie visible, comme sur l'iceberg. Mais cette maquette numérique, elle ne va être exploitable que si elle est soutenue par toute une structure méthodologique, technologique, de processus, d'infrastructures informatiques. Et l'ensemble de ces éléments-là, c'est ce qu'on va appeler la méthodologie BIM. Dans cette approche, dans cette méthodologie, moi, ce qui me semble le plus important et qui compte avant tout pour mettre en place cette méthode, c'est l'attention qu'on va porter finalement à l'humain, aux différents métiers qui vont utiliser cette méthode et exploiter cette maquette numérique, aux besoins de ces métiers. Il faut jamais oublier le but pour lequel on met en place quelque chose, quoi que ce soit. On peut vouloir mettre en place la méthode ou l'outil parfait s'il ne répond pas à un besoin présent sur le projet ou dans l'organisation dans laquelle il est déployé, il ne sera pas utilisé. Et donc, il devient inutile, même si sur le papier, il peut être parfait.
Donc, dans la mise en place de notre stratégie BIM, voilà, une des premières choses qu'on est en train de faire, c'est de définir justement ces objectifs BIM, les besoins métiers auxquels la méthodologie BIM va permettre de répondre d'une autre manière que la méthode classique actuelle. Le principe de partir de ce besoin métier, franchement, ça peut paraître trivial, mais c'est essentiel. Et aujourd'hui, dans le travail au quotidien, pour différentes raisons, une technologie qui paraît très attrayante, très porteuse, ou bien l'envie de transposer une méthode ou un process qui existe dans un autre projet ou dans une autre organisation sur notre projet ou dans notre organisation, on peut très facilement perdre de vue ce fait simple que la mise en place d'une méthode ou d'un outil n'a de sens que s'il répond à un besoin. Et donc, c'est une des premières choses à définir, les besoins métiers auxquels on va répondre. Alors, c'est pas la seule condition de réussite, la mise en place d'une transformation numérique, parce que la méthodologie BIM, c'est une partie de l'ensemble de ce qu'on appelle la transformation numérique actuelle. Mais quand même, la juste réponse à un besoin métier, c'est une condition importante pour moi à toute transformation numérique, y compris la méthodologie BIM que nous sommes en train de mettre en place. Alors, dans ces objectifs que je vous montre là rapidement, vous voyez qu'il y a un certain nombre d'objectifs auxquels nous répondons déjà dans la maquette numérique actuelle que je vous ai présentée juste avant, support de communication, gestion des conflits, donc c'est la synthèse, la visualisation, les revues de projet. Et on est dans cet objectif de fin d'APD, on a vraiment constitué cette base de données, en tout cas cette base de données géométrique, générale, globale du projet. Ça va être notre première brique sur laquelle on va pouvoir maintenant construire et développer d'autres objectifs métiers pour la suite. Dans les prochains objectifs métiers, parmi ceux qu'on est en train d'étudier, il y en a un qui est un petit peu, qu'on a aujourd'hui en étude, ce qu'on appelle dans notre jargon, nous, la 4D. Ça, c'est-à-dire la 4D, c'est intégrer la dimension temporelle à la maquette 3D. Donc, il s'agit de coupler le planning avec les objets de la maquette numérique et de pouvoir alors visualiser le planning directement dans la maquette numérique, dans sa visualisation 3D. Alors, ce simple objectif peut prendre différentes formes. On peut imaginer visualiser un planning global. Alors, déjà ça nous permet, encore une fois, une meilleure compréhension, une meilleure communication du planning, mais aussi de pouvoir s'assurer que l'enchaînement logique des tâches, et cet enchaînement est logique aussi d'un point de vue spatial, et il est également possible de tester des variantes. Mais si on prend ce même objectif de planification et qu'on le met en phase chantier, ça nous permet de répondre à d'autres besoins métiers. Là, on va aller sur, par exemple, la possibilité de mieux détecter des coactivités en amont de leur occurrence réelle sur le chantier et recaler les tâches en amont afin de les éviter. On peut également faire du suivi de chantier en s'appuyant sur cet outil. Et là encore, par exemple, les conséquences d'un retard sur une des tâches peuvent être analysées au regard des éventuelles coactivités qu'il entraîne et de pouvoir, encore une fois, recaler le planning et faire ce suivi en flux continu pendant le déroulé du chantier. Donc, vous voyez qu'un même objectif général d'ajouter la dimension temporelle à une maquette 3D en fonction de la phase dans laquelle on est, en fonction de l'objectif métier plus précis auquel on répond, il peut prendre des formes différentes et répondre à plusieurs objectifs très précis. On en a d'autres, j'ai simplement montré celui-ci, mais évidemment, l'idée, c'est de développer au fur et à mesure de plus en plus d'objectifs BIM et de les mettre en place au fur et à mesure. Dans la vision globale qu'on a sur la méthodologie BIM, envie de dire de manière plus générale, le numérique, il a été mis en place, application par application, de nouvelles technologies, de nouveaux outils, métier par métier, domaine par domaine, avec un effet d'empilement des outils, des couches technologiques.
Ça, c'est un peu ce qui s'est passé jusqu'à présent. La transformation numérique aujourd'hui doit permettre d'aller au-delà pour vraiment créer un nouvel écosystème, un écosystème numérique qui englobe toutes ces approches qui sont aujourd'hui éparses, les rendre interopérables pour atteindre une véritable synergie de toutes ces nouvelles capacités des outils, des méthodologies numériques. Donc la transformation digitale, c'est vraiment de permettre de passer d'une ère où on utilise le numérique vers une ère où le numérique est intégré dans nos modes de fonctionnement. Cette transformation, elle nécessite de repenser nos processus et les manières dont on interagit dans cet écosystème pour fluidifier les échanges. Et ça, à tout niveau. Ça, c'est vraiment la vision dans laquelle aujourd'hui on inscrit notre démarche BIM et elle tend à participer à la mise en place de cet écosystème numérique global au sein de l'Andra. Par exemple, nous avons aujourd'hui 2 écosystèmes numériques existants qui sont aujourd'hui séparés, qui est un premier écosystème numérique qui est dans le domaine scientifique. Ils font des modélisations des couches géologiques, beaucoup de simulations scientifiques où ils utilisent les outils numériques. Et ça, c'est séparé aujourd'hui du domaine numérique du projet CIGEO, qui est plus de l'ingénierie, avec des méthodologies, des outils de management de projet, comme le BIM ou encore le PLM, qui sont mis en place. Aujourd'hui, on a initié un travail pour réussir à faire converger ces 2 écosystèmes numériques et pouvoir vraiment correctement faire transiter les données, les informations, les modélisations, récupérer les modélisations du projet pour les simulations scientifiques, récupérer les résultats des simulations scientifiques pour les visualiser dans le projet et permettre de développer de nouveaux objectifs métiers, de répondre à d'autres objectifs métiers par le fait de rendre interopérables ces différents domaines du numérique. Dans le même esprit, on a, mais là dans le domaine de l'ingénierie, on a mis aujourd'hui 2 outils en place sur le projet. Le PLM, qui est un puissant outil de gestion de la donnée, et le BIM, donc qui est la méthode qui structure l'usage de la maquette numérique. On travaille aujourd'hui à faire converger ces 2 méthodes et outils pour permettre de faire bénéficier au BIM de toutes les capacités du PLM, comme la gestion de configuration, l'accès aux données avancées, comme les exigences ou les spécifications. Et l'intégration va permettre également au PLM de bénéficier de la visualisation 3D et lui offre une interface visuelle en 3 dimensions pour accéder aux données stockées dans le PLM. Donc, cette intégration PLM-BIM, c'est pas une particularité de l'Andra. Il y a déjà d'autres industries qui le pratiquent depuis longtemps, comme l'aéronautique ou l'automobile. On a d'autres maîtres d'ouvrage du nucléaire qui le font aussi, et même encore d'autres entreprises. Je connais pas tout. C'est vraiment pas une particularité. Nous, notre particularité, c'est dans cette convergence, c'est de la structurer, cette intégration sur des formats standards. Parce qu'aujourd'hui, le projet CIGEO, c'est un projet qui demande une pérennité sur long terme. C'est un projet qui va durer plus de 100 ans avant de construction, de conception, de construction, d'exploitation. On est sur largement plus de 100 ans. Donc, on est aujourd'hui en train de faire des choix de structuration qui ne sont pas dépendantes des logiciels et sur lesquels on peut très bien passer d'un logiciel à l'autre en restant sur notre structure basée sur les formats standards et les normes. C'est une dimension importante de notre méthodologie. Et enfin, effectivement, CIGEO, c'est un projet particulier. Donc, on a beaucoup de choses qui sont très particulières, où on est obligé de mettre en place des adaptations par rapport à ce qu'on voit autour de nous. Pour autant, on est très attentif à ancrer notre stratégie dans son environnement. Donc, on fait une veille active sur tous les différents domaines couverts par le projet CIGEO. Quand je parle de domaine, c'est qu'on va à la fois parler de bâtiments, de niveau de territoire, de process industriels nucléaires, de géologie. Donc, c'est tous ces domaines-là qui ont des environnements numériques. On s'intéresse à tout. On est en train de suivre ce qui se passe dans ces différents domaines pour pouvoir l'appliquer, nous, au croisement de tous ces domaines qui est le projet CIGEO. Et on est impliqué dans différents groupes de travail.
Donc, vous en voyez 3, notamment les 3 principaux sur lesquels on est impliqué, sur les méthodologies BIM. Mind, on est plutôt sur un projet de recherche sur les infrastructures. L'AFTES, on est vraiment sur les travaux souterrains. Et la commission numérique du GIFEN, où là, on est sur l'accompagnement de la filière nucléaire sur sa transformation numérique. Donc, si le numérique et la transformation numérique vous intéresse, je vous encourage vivement à aller voir ce qui se passe et ce qu'on est en train de mettre en place sur la commission numérique. On a dressé une feuille de route pour les 3 années à venir pour vraiment activer et accompagner la transformation numérique au niveau de la filière nucléaire. Et j'en ai fini. Merci Émilie. On voit bien que dans le cas de CIGEO, le jumeau numérique, c'est pas simplement une maquette numérique, mais ça s'inscrit dans un projet global de BIM. Et puis sur ce, je vous propose de passer aux questions-réponses. Donc la première, qui a réalisé et mis à jour la maquette numérique de CIGEO avec l'avancement des études? Enfin, j'imagine que ça vit, que ça va être... voilà. Qui a réalisé? Aujourd'hui, ceux qui réalisent la maquette numérique de CIGEO, ce sont les différents prestataires qui travaillent pour nous, donc toutes les maîtrises d'œuvre sous système qui travaillent sur le projet en phase APD. Ils ont donc il y a une décomposition suivant l'ingénierie système, une décomposition produit. Ils ont chacun leur périmètre. Ils ont tous modélisé leur périmètre et on a une maîtrise d'œuvre système qui elle assemble ces différentes modélisations issues de différents logiciels. Ils ont choisi un logiciel de remontage et c'est la maîtrise d'œuvre système qui réunit toutes ces différentes maquettes en une seule et même maquette, qui est la maquette système que vous avez vu tout à l'heure et qui permet de voir l'ensemble du projet CIGEO réuni au même endroit. Les logiciels utilisés. Alors aujourd'hui, on est libre, on a laissé libre le choix des logiciels de modélisation. Donc, on a différents logiciels de modélisation. Ça va de Revit, SolidWorks, CATIA et encore différents petits logiciels Tekla, un petit peu, très peu. Des logiciels aussi de terrassement, je les ai pas en tête là. Donc on peut avoir quand même une liste. Après les principaux, on est quand même sur Revit en bâtimentaire surface et beaucoup du SolidWorks pour tout ce qui est souterrain et process industriel, équipement mécanique. Ensuite, la maîtrise d'œuvre système a choisi Inventor, donc tout est exporté dans un format compatible. Ils font le remontage sous Inventor et nous avons choisi, mais la maîtrise d'œuvre système aussi a choisi Navisworks pour permettre de visualiser ensuite la maquette système, parce que la maquette système et le projet étant grand, la maquette est extrêmement lourde, donc on atteint très rapidement les limites des ordinateurs sur Inventor. Donc là, on a choisi Navisworks qui permet une visualisation très fluide et que nous, on a pu déployer en freedom sur l'ensemble des collaborateurs de l'Andra, ce qui permet à n'importe qui aujourd'hui à l'Andra de pouvoir visualiser la maquette numérique. Est-ce qu'on pourrait imaginer que la maquette numérique puisse être utilisée comme support dans le cadre de l'instruction avec l'ASN, l'IRSN? Alors oui, oui tout à fait. Et puis on sait aujourd'hui par d'autres biais que l'ASN, l'IRSN commencent aussi à s'intéresser à ces méthodes et à ces manières de travailler du numérique. Donc ils sont plutôt ouverts à ça. Moi j'y mets une restriction, c'est qu'aujourd'hui la maquette numérique, elle est mise en place, elle est structurée d'une certaine manière pour répondre à certains objectifs. Par exemple, aujourd'hui, on n'a pas d'objectif d'extraction de quantité depuis la maquette numérique de CIGEO. Et donc, certaines simplifications de modélisation qui sont faites aujourd'hui sur une phase d'APD ne permettent pas de sortir des métrés justes, ou en tout cas, il faut savoir interpréter les quantités qu'on sort. Donc, je suis pas favorable à ce qu'on transmette la maquette numérique brute parce que il faut bien contrôler comment elle a été faite, comment elle a été construite et comment l'utiliser.
Par contre, on peut tout à fait exporter des exécutables, exporter des parties ou nous l'utiliser en support de réunion, la porter en réunion et pouvoir naviguer dans cette maquette numérique pour pouvoir aller parler de tel ou tel sujet ou utiliser cette maquette pour faire des simulations qui permettent de mieux comprendre, ou des vidéos parfois, qui permettent de mieux comprendre un sujet. Ça, oui, c'est très utile. Mais moi, je pense qu'il faut toujours quand même qu'on garde la main pour éviter des mauvais usages de la maquette, dans le sens mauvais usage des usages qui n'avaient pas été prévus par la maquette numérique et qui pourraient apporter des réponses fausses. Alors, est-ce que globalement l'écosystème des éditeurs de logiciels et des entreprises qui sont partie prenante des projets de nouvelle installation, finalement, oh là, je vais la relire. Est-ce que la pluralité des éditeurs de logiciels, c'est un frein? Est-ce que ça s'emboîte bien? Alors, ouais. Alors ça dépend énormément des projets qu'on a et du type de maîtrise d'ouvrage qu'on ait. Quand on est une maîtrise d'ouvrage privée, on peut se permettre de dire moi je choisis tel logiciel, j'impose à tout le monde de travailler dans mon logiciel et puis voilà, c'est tout. C'est ce que l'aéronautique a fait. Alors là, on est super efficace. Nous, à l'Andra, on est une maîtrise d'ouvrage publique, donc on a moins cette capacité au niveau de nos marchés de pouvoir faire ça. Et le projet CIGEO, il couvre énormément de domaines différents. Et donc, on n'a pas un éditeur de logiciels qui permet d'avoir des logiciels où il n'y a pas un logiciel qui nous permet de modéliser correctement à la fois du bâtiment, des réseaux, du terrassement, du tunnel, des équipements de process industriels. On n'a pas un logiciel qui permet de faire tout ça. Donc, de toute façon, on est obligé de composer avec plusieurs logiciels, voire plusieurs solutions logicielles différentes. Et c'est là où nous, on s'appuie sur les formats standards, sur les normes pour mettre en place notre méthodologie, pour être finalement assez indépendant des solutions logicielles. Pour la raison qui nous a imposé dans l'immédiat du fait d'une couverture de domaine assez vaste du projet CIGEO, mais aussi pour la pérennité dans le temps. Encore une fois, on est sur un projet qui va durer beaucoup plus que 100 ans, plus que 100 ans. Et donc, on ne sait pas si les logiciels qui existent aujourd'hui, ou voire les éditeurs de logiciels, existeront encore dans 50 ans. Donc, on ne veut pas baser toute notre stratégie sur un logiciel qui pourrait disparaître et devoir tout recommencer à zéro. On va peut-être un peu moins vite, ça introduit peut-être un peu de complexité aujourd'hui, mais c'est pour s'inscrire dans le temps. Envisagez-vous d'utiliser la réalité augmentée sur le terrain? Bah oui, ça c'est une technologie qui aujourd'hui s'est énormément développée, donc je pense qu'elle est très intéressante. Alors aujourd'hui, on n'a pas vraiment encore de terrain, on n'a pas encore commencé les travaux, mais la prochaine phase sera certainement effectivement de démarrer la prochaine phase de travaux, quand on va pouvoir avoir le dossier d'utilité publique, ce sera de démarrer tout ce qui est terrassement. Et là, je pense que effectivement, en chantier, on a des tas d'applications qui sont très intéressantes à utiliser et qui chercheront à le mettre en place. Après, encore une fois, il faut se méfier de la stratégie ou l'idée n'est pas d'aller par les outils. Faut pas mettre en place un outil parce que l'outil est intéressant. On mettra la réalité augmentée en place sur le terrain si ça répond à un besoin et un besoin important et que le gain qu'on a mérite l'investissement de mettre en place cette technologie. Ok. Puis une dernière question, donc le processus est-il automatisé en ce qui concerne la mise à jour des maquettes? Alors, aujourd'hui, non, le processus n'est pas automatisé. Combien de personnes s'occupent de la mise à jour des maquettes? On a énormément de personnes qui travaillent à la mise à jour des maquettes, à la mise à jour du remontage. Je ne saurais pas vous dire exactement combien parce que tout ça, ça se passe chez les sous-systèmes. Aujourd'hui, c'est chez nos prestataires. Donc, on est en fin de phase. Là, on est vraiment en train de finaliser les choses. Aujourd'hui, nous, en maîtrise d'ouvrage, on est très peu.
je recrute si ça intéresse des gens. Aujourd'hui, je suis dans un service, alors le chef de service qui s'en occupe aussi, mais quelque part, je suis toute seule aujourd'hui sur cette stratégie. On cherche un BIM coordinateur, mais on n'a pas beaucoup de besoins en maîtrise d'ouvrage puisque nous, ce qu'on donne, c'est les directions et on a une vérification du travail qui est fait. Mais aujourd'hui, c'est pas énorme comme travail puisqu'on a le système aussi qui vérifie l'ensemble des maquettes des sous-systèmes. Donc, je saurais pas vous dire par contre aujourd'hui ce qu'il en est sur les sous-systèmes. J'ai pas de chiffre en tête. Ok. Je vous propose de passer à l'intervention suivante. Les questions qui restent, on y reprendra en fin de webinaire. En tout cas, je vous remercie, Émilie. De rien. Bon, Jérôme, n'oubliez pas de réactiver votre micro. Et c'est tout le monde? Oui. Ah, on a perdu Myriam. Alors, je vous envoie votre présentation du coup. Et c'est gentil. Alors, bonjour à toutes et à tous. Le temps que ça se charge. Je me présente rapidement. Donc, Jérôme Champavert. Je suis le responsable du département de maintenance et services chez Velan. Je vais déjà vous expliquer qui est Velan et ce qu'on fait. Et après, le contexte du projet qu'on a engagé et qui utilise le principe des jumeaux numériques. Donc, pour les non-initiés, Velan, c'est un groupe canadien. Votre siège est basé à Montréal. C'est une entreprise familiale qui a été créée à la fin des années 50 et qui fait de la robinetterie et exclusivement de la robinetterie. Et donc, on est basé en France, à Lyon, dans une usine qui est pas très loin de Gerland, qui représente environ 250 personnes, et on va travailler donc sur différents secteurs de marché pour faire un peu tous les moutons à 5 pattes. Donc, dans les moutons à 5 pattes, on entend l'énergie nucléaire, donc très haute pression, très haute température, et l'exact opposé, tout ce qui est matériel cryogénique, pour le transport du gaz liquéfié, pour les accélérateurs de particules qui sont refroidis à l'hélium liquide. Donc voilà, on réalise 80% de notre activité aujourd'hui dans le nucléaire, et ça se répartit entre les projets neufs. Quand on construit une nouvelle centrale, on fournit le matériel qui va équiper cette centrale, et sur la rechange et la maintenance des équipements qu'on a fournis, donc pour 30%. Donc, pour réaliser cette maintenance sur des équipements de robinetterie, donc c'est des gros clapets, des gros robinets qui vont tenir des pressions très importantes, on a un service d'une 50aine de personnes qui va aller sur les sites pour gérer, aider à l'installation et puis gérer la maintenance de ces équipements pendant toute la durée de vie. Alors la durée de vie d'une centrale nucléaire, par exemple, à la base c'était 40 ans, les EPR c'est 60 ans. Donc on fait ça depuis, on va dire, les années 90, 95. Donc ça fait déjà 25 ans qu'on fait de la maintenance sur site et on prévoit de le faire tant qu'il y aura des vannes Velan en fonctionnement. Le nucléaire dans le monde, vous verrez pourquoi je prends le nucléaire comme exemple, mais le nucléaire dans le monde, c'est 350 réacteurs. Alors, 400, plus de 400, on va dire, tout confondu, et on en équipe, nous, plus de 350. Il y a plein de technologies de réacteurs différents, donc là, on parlera plutôt des réacteurs à eau pressurisés pour la France, mais voilà, on installe le matériel dans différents types de réacteurs. Et pour faire cette maintenance, chaque exploitant adopte une stratégie différente. Et pour la robinetterie, c'est beaucoup basé sur la maintenance préventive, curative et préventive. Quand ça casse, on remplace, on répare. Quand ça n'a pas encore cassé, on va dire qu'on va aller voir, on va aller faire comme une visite
périodique, tous les 12, 18 mois, 36 mois, ça dépend après les cycles de fonctionnement. Mais du coup, on est amené à intervenir sur des matériels qui allaient très bien, qui n'avaient aucun souci, juste parce que le programme de maintenance disait qu'il fallait intervenir à telle échéance. Voilà. Quand vous allez chez le garagiste, vous amenez votre voiture, elle va très bien, mais ça vous empêche pas de passer un peu de temps et un peu d'argent chez le garagiste pour qu'il aille vérifier 2-3 trucs. Eh bien, ce mode de fonctionnement-là, dans le nucléaire, il a un inconvénient, c'est qu'à chaque fois qu'on va ouvrir un matériel de robinetterie, vu qu'on est principalement sur le circuit primaire, on va prendre de la dose. Donc, on va travailler sous rayonnement ionisant et on va générer de la dosimétrie pour nos intervenants. À chaque fois qu'on va ouvrir un matériel de robinetterie, on va également générer un risque d'introduire un corps étranger dans la ligne de tuyauterie, de dérégler quelque chose qui allait très bien. Donc, on génère un risque de non-qualité qui n'existerait pas si on n'avait pas ouvert ce matériel-là. Donc, aujourd'hui, un axe fort au niveau de l'amélioration de la maintenance dans nos équipements, c'est d'aller de petit à petit vers la maintenance conditionnelle et prédictive. Et pour ça, on a besoin d'avoir une retranscription de l'état de santé du matériel en temps réel. On a également besoin de mieux maîtriser les phénomènes d'usure, de défaillance, et ça sur une plage de 40 ans, 50 ans, 60 ans. Donc ça rentre en compte plein de phénomènes différents, la fatigue thermique, la fatigue mécanique, l'usure par frottement, etc., etc. Donc, on a lancé un projet qui consiste à imaginer la vanne, alors on a appelé ça une vanne connectée, puisqu'il y a de l'instrumentation, la vanne connectée de demain, qui permettra à n'importe quel exploitant de savoir, en gros, s'il a besoin d'intervenir sur sa vanne ou pas, et si oui, qu'est-ce qu'il faut faire. Donc le projet, il est simulé, il est représenté comme ça. En gros, on commence par digitaliser tout ce qu'on a comme information sur l'équipement, sur la vanne, avec une base de données. On peut y mettre des plans, des notes de calcul, on peut y mettre des rapports d'intervention. Il faut savoir, comme à l'Andra, que faire la maintenance sur un équipement pendant des dizaines d'années, ça nécessite de maîtriser parfaitement la donnée, le contenu de l'information, et de le rendre accessible aux générations futures. Donc, il faut arriver à archiver proprement ces données-là. Ensuite, sur un prototype tel que celui sur la slide, on prévoit d'instrumenter. Alors, il y a tout un tas de capteurs possibles. Il faut juste retenir que on ne doit pas juste instrumenter l'équipement connecté, mais également son environnement. Son environnement qui va jouer sur les performances de l'équipement. Débit, température, pression. Une fois qu'on a connecté tous ces capteurs à une base de données, on va pouvoir travailler la donnée. Et là, on va rentrer, c'est ce qu'on verra juste après, dans ce qui fait vraiment un jumeau numérique, donc dans l'interaction entre la théorie et la réalité de la donnée. Voilà. Et tout ça pour faire des prédictions, c'est-à-dire dire j'ai tel signal qui est en train d'évoluer, est-ce que c'est normal? Oui, non. Et il va évoluer jusqu'à un critère qu'on va définir. Alors, soit le constructeur, soit l'exploitant, soit les deux, et qui va conduire à une alerte en disant, voilà, j'ai tel indicateur qui commence à passer au orange, c'est acceptable, on peut continuer comme ça, mais il faut être vigilant, ou qui va passer au rouge, et dans ce cas-là, ça va nécessiter une intervention. Et en fonction de l'indicateur, on pourra dire, c'est telle partie qu'il faut visiter, pas tout, c'est tel composant qu'il faut remplacer, pas tout. Voilà. Donc l'objectif, c'est bien d'améliorer
Bon, déjà la fiabilité de nos maintenances, la sûreté des installations, et puis de réduire les coûts, de réduire la dosimétrie des intervenants, voilà, de faire le bon geste au bon moment pour avoir des équipements qui durent plus longtemps. Et la dernière partie, une fois qu'on a fait ce travail de données, c'est de donner cette information, de la rendre disponible, de la rendre accessible aux différents intervenants. Sur une centrale nucléaire, quand les équipements sont en fonctionnement, ils sont sous un tas de calorifuges, ils sont pas facilement accessibles. Donc en fait, l'idée c'est de pouvoir équiper un rondier avec des lunettes connectées et qu'il ait la retranscription du jumeau numérique directement en réalité augmentée. On travaille avec différents partenaires, donc ça me fait très plaisir que Alexander soit dans les participants, puisque Alexander, il est à la tête d'une société qui s'appelle EAB Engineering, qui produit un logiciel Nucleus, qui permet de travailler sur un mix réalité virtuelle, réalité augmentée. Donc, il est impliqué dans ce projet-là. Les maintenanciers, donc comme nous, quand on va faire le geste de maintenance, ont aussi tout intérêt à récupérer les informations sur l'évolution des signaux. Est-ce que les efforts dans la vanne ont évolué? Si oui, à quel moment? Et de quelle façon? Est-ce que c'était progressif? Est-ce que c'était brutal? Etc. Pour pouvoir mieux juger du geste de maintenance qu'ils vont avoir à réaliser. On a aussi tout un tas de gammes d'interventions qui peuvent être mises à disposition de façon beaucoup plus interactive qu'aujourd'hui. On travaille beaucoup avec le papier dans le nucléaire et qui vont pouvoir faciliter ces opérations de maintenance. La logique, le concept lié à ces projets-là, il est un peu toujours le même. C'est en gros, on va commencer par devoir collecter des informations. Pour collecter une information, il faut un capteur. Donc, il faut équiper le prototype avec un capteur pour pouvoir récupérer l'état du matériel. Il va falloir stocker ces données, les mettre dans une base de données sécurisée. Il va falloir rendre accessible ces données-là, alors en interne ou en externe. Il va falloir l'héberger. Et puis, une fois qu'on a toutes ces données-là, il va falloir les exploiter. Donc, c'est la phase de contrôle. Donc, on va pouvoir identifier des anomalies. Une variable, une donnée qui sort un peu du champ. Voilà. Et avec une approche statistique, probabiliste, on va pouvoir dire si cette donnée est représentative d'une défaillance ou d'une usure du matériel. Ensuite, on va pouvoir faire une interprétation. Donc, c'est là que rentre le machine learning, donc le deep learning, qui est censé, je dis censé parce qu'on n'a pas encore atteint cette étape-là dans le projet, mais qui est censé pouvoir prédire ce que va devenir cette donnée par rapport aux jumeaux numériques. Et enfin, faire un pronostic ou un diagnostic, ou voire même une anticipation de comment va évoluer le signal dans le temps. Ce concept-là, il marche très bien quand vous avez des données homogènes et de même nature. Les jumeaux numériques et l'intelligence artificielle a été beaucoup utilisée depuis une dizaine d'années dans l'informatique, dans les banques, dans les assurances, parce que les données sont très répétables et puis très fiables. Voilà. Dans l'industrie, c'est un peu plus de mal à percer. Ça commence depuis quelque temps parce que il y a plusieurs difficultés. Déjà, les systèmes sont très hétérogènes. C'est très bien de vouloir le faire sur des vannes, mais en fait, à l'échelle d'une centrale nucléaire, il faudrait le faire également sur les turbines, sur les pompes, sur les actionneurs et sur tout un tas d'équipements pour avoir une retranscription complète de son installation. Les standards sont très divers. Les électriciens ne parlent pas la même langue que les robinettiers et ne parlent pas la même langue que le contrôle-commande.
Donc voilà, beaucoup d'acteurs et du coup des difficultés à faire parler tout le monde. Les enjeux sont importants également. On a des difficultés à changer un peu nos façons de penser. Le programme de base de maintenance d'un exploitant comme EDF, il est approuvé par une autorité de sûreté, il est actif sur toutes les tranches du parc et on peut pas le changer du jour au lendemain. Il est parfois lié à une réglementation. Voilà, donc il y a des lourdeurs aussi pour arriver à faire changer ces habitudes-là. Des difficultés à tester, bah, c'est sûr qu'on va pas faire n'importe quoi dans une centrale nucléaire. C'est pour ça qu'on fait un prototype. C'est pour ça qu'on doit démontrer d'abord aux ingénieries et aux exploitants que c'est viable sur un prototype facilement accessible. On verra après pour l'installer sur une boucle d'essai en environnement un peu plus représentatif et en finalité pour le mettre sur une installation industrielle. Et puis des difficultés autour des données, on va le voir juste après. En fait, ça marche ce principe-là, ces jumeaux numériques, ça marche très bien sur des équipements et sur de la maintenance, comme on veut le faire, si les données sont fiables. Vous pouvez avoir un tas de données. Si les données ne sont pas fiables, pas précises, voilà, pas exploitables, vous n'arriverez pas à recaler votre modèle numérique et vous n'arriverez pas à définir des tendances. C'est déjà suffisamment compliqué de le faire avec des données propres. Si en plus on a des difficultés à avoir ces données fiables, c'est quasi mission impossible. Donc, quand on parle de jumeaux numériques, on entend beaucoup de choses. Donc, en effet, l'idée préconçue, c'est que la plupart du temps, c'est un modèle 3D. On peut naviguer dans le modèle, on peut voir, interagir, etc. Mais c'est assez limité. Un jumeau numérique, en fait, il va devoir retranscrire déjà chaque composant, mais le système complet. Donc, dans le cas d'une vanne, il y a des interactions, il y a une chaîne cinématique. Un moteur va faire tourner une tige qui va translater, qui va appuyer sur un obturateur, qui lui-même va appuyer sur des sièges, et c'est ça qui va assurer l'étanchéité de la vanne. Il faut modéliser tout ça, toutes ces interactions. Et puis, en plus, il faut prendre en compte l'environnement. Il y a des jumeaux numériques qui existent dans les éoliennes. Il faut justement que on prenne en compte l'influence du vent sur les pales qui vont elles-mêmes interagir sur les performances de l'éolienne. Nous, c'est pareil. Le fluide va avoir une interaction directe sur l'équipement. Donc, il y a deux approches. Soit vous avez beaucoup de données, c'est le cas dans l'automobile, c'est le cas dans des grosses industries où c'est facile d'équiper de capteurs et c'est facile de collecter de la donnée. Dans ce cas-là, vous partez des données, vous les retraitez et vous appliquez à fond le principe de l'intelligence artificielle et vous voyez ce qu'il en ressort. Et vous allez avoir des interconnexions entre la température et votre cadence de production. J'en sais rien. Entre l'heure de la journée et la qualité de vos pièces. Voilà. Et vous avez une autre approche qui part de la simulation, qui part de ce que vous avez comme théorie. Nous, on a une note de calcul qui dit comment la vanne est censée se comporter à froid, en température, en pression, en fatigue. Donc, vous en tirez des équations et avec ces équations, vous êtes censé pouvoir définir une loi de comportement. Et vous allez recaler ce modèle-là avec les capteurs, avec la donnée issue du terrain. Donc nous, on est plutôt dans cette deuxième approche. On maîtrise très bien la théorie. Par contre, on a peu de données, ou tout du moins, la donnée est chez l'exploitant. Et dans ce cas-là, le dialogue, il est forcément à plusieurs pour pouvoir justement croiser les informations qui viennent à la fois de la théorie et à la fois du terrain. Les jumeaux numériques, il en existe plein. Dans l'industrie, ça commence
à sortir depuis une dizaine d'années, depuis 2011-2012. Là, je vous ai cité quelques exemples, mais ça touche la santé, ça touche l'aéronautique, ça touche l'éolien, bon, plein de secteurs différents. À chaque fois, la volonté, la démarche est la même, caler un modèle théorique avec des données et fiabiliser les données pour que leur calage de modèle il ait une signification et que derrière on puisse avoir des prévisions de qualité. Le projet, comme il est envisagé, c'est illisible, mais je vais vous le synthétiser. C'est un projet sur 3 ans. C'est un projet qui est chiffré à plus de 2 millions d'euros pour une vanne. Donc, il faut garder en tête que c'est des projets complexes parce qu'on va toucher à plein de compétences différentes. Nous, on sait fabriquer des robinets, c'est très bien, mais on ferait pas ça tout seul. On a besoin de Nucleus pour la partie réalité augmentée, virtuelle. On a besoin d'un spécialiste de l'instrumentation. On a besoin d'un spécialiste du retraitement de données et de l'intelligence artificielle. On a besoin d'un exploitant parce que en final, on répond à un besoin site, un besoin client. On a besoin d'un exploitant qui veuille bien partager les données pour pouvoir faire améliorer les modèles, etc., etc. Donc, c'est des projets complexes qui embarquent beaucoup de monde, mais qui sont passionnants parce que justement, on change un paradigme. On n'est plus en train de parler d'amener sa voiture chez le garagiste tous les 12 ou 18 mois. On est en train de se dire que la voiture vous dira demain quand aller chez le garagiste et pourquoi. C'est pareil pour la vanne. Voilà. Merci Jérôme pour cette présentation très claire. Donc, je vous propose de passer aux questions. Vous disiez que vous aviez besoin de communiquer notamment avec l'exploitant. Et la première question, c'est justement EDF, est-ce que EDF est réceptif à la mise en place de ce projet-là? Oui, bien sûr. En fait, c'est EDF qui a monté un peu ce groupe de travail mi-2018. Ce qu'on évoque là, c'est pas nouveau pour EDF. De la maintenance conditionnelle, ils en font, notamment sur les gros composants, la turbine, tout ce qui va pouvoir être analysé par une méthode d'analyse vibratoire. Voilà. C'est quelque chose qui est bien maîtrisé et on travaille notamment avec Vibratech sur le sujet, qui a une vraie expertise dans ce domaine-là. Donc c'est pas nouveau pour EDF. Par contre, là où c'est nouveau pour les exploitants, c'est de le décliner à l'échelle de la robinetterie. Un réacteur nucléaire, c'est entre 8000 et 15 000 robinets. Donc c'est sûr que l'idée, c'est pas de le faire sur l'ensemble des robinets. L'idée, c'est de le faire sur les matériels les plus sensibles d'un point de vue sûreté, fiabilité, disponibilité de la tranche. Voilà. Et ça, on peut pas le décider ou le faire tout seul. Et justement, est-ce qu'on peut dès maintenant donner des chiffres sur les gains dosimétriques, les maintenances évitées, les ouvertures évitées Non, alors c'est très variable. En fonction des matériels, on a des matériels qui vont être ouverts quasi à chaque arrêt. Et des matériels qui vont être visités très peu, tous les 10 ans, tous les 20 ans. Donc, en ciblant bien ce sur quoi on passe beaucoup de temps et ce sur quoi l'exploitant a beaucoup de difficultés, parce que il y a beaucoup d'inétanchéité ou parce que on dépense beaucoup d'argent en maintenance, on estime que ces techniques-là peuvent permettre de réduire de l'ordre de 20 à 30% les coûts de maintenance sur la robinetterie ou sur d'autres équipements similaires. Voilà. Et en dosimétrie, c'est en commune mesure. En fait, on va passer plusieurs millisieverts à faire une visite d'une vanne. Si on la fait pas, si on la reporte à une échéance plus lointaine, eh bien, c'est un gain ultime. On est sur 100% de gain. Ok. Merci. Alors, d'autres questions. Donc, qui sont les acteurs impliqués au sein du projet? Est-ce qu'il y a un lien avec Nuclear Valley?
Alors oui, Nuclear Valley était aussi impliqué dès le début du projet, puisque ils nous ont aidé à trouver en fait les différents acteurs spécialisés dans chacun de leurs domaines. Donc, on a été également présenté le projet pour une labellisation officielle, à la fois auprès de Nuclear Valley et puis à la fois auprès du pôle de compétitivité STEAM, anciennement Viameca. Et les acteurs impliqués, donc il y en a plusieurs. J'ai cité Nucleus pour la partie réalité virtuelle augmentée, Vibratech. On a aussi le concours d'une société qui s'appelle Predict, qui est spécialisée justement dans les prédictions et puis l'analyse de données. Et puis après des sociétés support comme To Be First pour une plateforme collaborative pour le projet. Et encore une fois, l'important c'est d'avoir un besoin en face. Et donc les clients sont les principaux acteurs dans ce projet-là. Donc EDF principalement, mais également Framatome, Technicatom, Orano, et puis nos exploitants étrangers, qui ont tous les mêmes problématiques. Et en parlant de l'étranger, est-ce que vous savez si dans les autres centrales nucléaires à l'étranger, ce jumeau numérique est utilisé et est-ce qu'il est bien pris en main? Est-ce que ça fait beaucoup? Alors, c'est très variable. On va dire l'utilisation de la maintenance conditionnelle et maintenance prédictive, il est utilisé à l'étranger. D'ailleurs, la doctrine qui a été déclinée en France, elle est issue des États-Unis, la P913. Donc c'est pas nouveau à l'étranger. Par contre, les approches sont différentes. Par exemple, les Américains vont cibler cette utilisation des jumeaux numériques et puis de la maintenance prédictive avec un axe très très orienté sur la viabilité économique d'une décision de maintenance. Est-ce que c'est rentable de faire tel geste de maintenance ou pas? Voilà. Les Chinois ont théorisé énormément la maintenance sur les matériels tout confondu, électromécanique, au point de développer des thèses sur des approches probabilistes. En disant j'ai telle défaillance, ça m'a généré telle difficulté, ça a eu des conséquences sur la disponibilité de ma tranche, je l'ai retrouvée dans telles occurrences, etc., etc. Et donc c'est aussi un moyen de raisonner, mais sans aller jusqu'à récupérer l'information via les capteurs. Voilà, on est dans la partie traitement a posteriori. L'avarie a eu lieu. Sous quelle occurrence et avec quelles conséquences? Eh ben, on en tire des analyses. C'est ce que font beaucoup les Chinois. D'accord. Je vous remercie. Et puis une dernière question. Donc, quel est le besoin en formation pour les opérateurs et est-ce qu'il y a une bonne prise en main de l'outil, enfin prévue en tout cas? Bah alors, si on parle uniquement du jumeau numérique, enfin nous c'est un changement aussi radical de fonctionnement. On fait des modélisations 3D. On va pas jusqu'à simuler les interactions entre tous les composants et avec l'environnement. Donc, il y aura forcément des formations et des nouvelles compétences à acquérir en interne et puis sur le terrain. Parce que les gens qui font de la maintenance d'aujourd'hui ont l'habitude de la faire suivant des modèles et des habitudes, enfin qui sont très pratico-pratiques. J'ai une gamme, il faut que je déroule ma gamme, que je démonte ça et puis que je le remonte dans le bon sens. Voilà. Les gens n'ont pas du tout l'habitude de lire un rapport qui va leur retranscrire un état de fonctionnement, qui va leur dire je vous recommande de changer telle ou telle pièce plutôt qu'une autre. Enfin, c'est un complet changement dans
dans la méthodologie et dans les façons de faire. Donc beaucoup de formation et surtout une acclimatation complète de tous les acteurs, du fabricant comme nous jusqu'à l'exploitant en passant par tous les maintenanciers. Très bien. Bien, je vous remercie. Je vous remercie d'ailleurs tous les deux pour ces échanges très riches et ces présentations très intéressantes. Et pour conclure ce webinaire, je vous propose de répondre à la question suivante. Qu'est-ce qui vous a amené dans la filière nucléaire et que diriez-vous à quelqu'un qui hésite à la rejoindre? On va commencer par Jérôme, puisque vous aviez la parole. Donc, j'ai commencé tout de suite, après mes études, à travailler dans le nucléaire. Alors, avant de préciser, dans le nucléaire, c'était dans l'industrie. L'industrie, c'est un domaine où déjà tout est à faire. Enfin, on fait pas les mêmes choses aujourd'hui que il y a quelques années en arrière, et ça bouge tous les jours. Voilà. Donc il y a une capacité à innover importante, et il y a une capacité à imaginer des choses qu'on n'oserait pas faire aujourd'hui. Et le nucléaire, eh ben, il y a vraiment une approche sur un secteur porteur, d'un point de vue aussi énergétique, d'un point de vue environnemental, avec une bienveillance des acteurs. Enfin, on est tous d'une même famille pour faire avancer une production d'électricité à bas coût et puis décarbonée. Donc l'intérêt d'un ingénieur pour la technique, donc l'industrie, et puis l'intérêt d'un ingénieur pour un secteur orienté environnement. C'est ça qui m'a conduit dans le nucléaire. Merci. Et vous, Émilie? Moi, je suis arrivée dans le nucléaire par hasard. Je viens du milieu du bâtiment, je suis pas ingénieure. Et je voulais continuer à développer le BIM, mais pour une maîtrise d'ouvrage. Donc voilà, j'ai répondu à une annonce. Je savais pas quel était le maître d'ouvrage. Il se trouve que c'était l'Andra. J'y suis maintenant. Donc c'est le hasard, c'est une belle découverte. Moi, je dirais que ce qui est très intéressant aussi par rapport au nucléaire, c'est qu'on voilà, on touche à des sujets où il n'y a pas le droit à l'erreur. Et donc, il y a une culture de l'exigence dans cette filière. Et donc, quand on veut mettre en place quelque chose, quel qu'il soit, ça vient avec cette culture de bien faire, de faire de manière excellente et derrière de se donner les moyens de faire les choses très bien et voilà, que ce soit moyen financier mais moyen aussi dans la manière de faire et dans les liens aussi avec les autres personnes qui ont un peu cette même culture. Donc moi je trouve que ça c'est très intéressant et c'est très appréciable de travailler dans cet environnement où on fait les choses et on les fait bien. Je vous remercie encore une fois pour ces présentations et ces échanges. On va conclure. Donc, pour rappel, au mois de septembre, on a un deuxième cycle webinaire qui commence avec comme premier webinaire le thème « Innover pour convaincre dans le nucléaire » avec deux intervenants, Tristan Camin, vulgarisateur sur Internet, et Catherine Delverny pour Orano DS, qui est à l'origine notamment des idées reçues sur le nucléaire. Je vous invite à vous inscrire et à bientôt. Merci.